évoquait donc la faim, qui a des niveaux très préoccupants dans beaucoup de pays, et surtout des pays africains. Nous sommes rejoints par Yohannes Sakoli, republicoftogo.com, et je vais donner la seconde précision. Agri-digital. C'est dans le domaine de l'agriculture. Non, République of Togo, merci. Mais comment? Tu n'es pas agri-digital, c'est quoi ton problème? Je suis paysan. C'est le seul journaliste au Togo qui a une spécialité agricole. Alors, on va venir à votre expérience. On était avec Dimas sur le sujet des terres. Quand on voyage à l'intérieur, on voit beaucoup de terres, mais peu qui sont exploitées. Des terres arables, des terres vraiment fertiles qu'on peut cultiver sans utiliser l'engrais. Vous savez, les engrais et les pesticides que nous utilisons ici, la plupart sont hautement nocifs à notre santé. Et c'est des pesticides interdits en Occident, qu'on vient utiliser ici, à tous les niveaux, pour tous nos plantes. Les engrais ont dit non, on n'a qu'à emporter l'engrais d'ici. Regardez où est le désert au Togo pour qu'on dise que cette terre ne fait pas quoi là. On peut faire même de l'engrais naturel. On peut couper les herbes, aller chercher les composts, les mousses de vase, beaucoup de choses. Et puis on fait. Moi je ne vois pas pourquoi nos dirigeants, nos gouvernants encouragent les gens à utiliser les engrais importés. C'est aussi une filière qui rapporte à des gens. Oui, vous voyez, non? Justement, c'est pour des intérêts. Et vous allez dire, on va dire que cette année, l'engrais a pris de retard, il y a eu ceci. Mais ça me fait extrêmement mal. Moi, les terres que moi je cultive, je dis, personne ne doit utiliser des engrais là-bas. C'est ça. Et on nous fait de bonnes récoltes. Vous voyez? Et donc, je pense qu'on doit apprendre aux Africains, du moins aux Togolais, comment fabriquer des engrais naturels, des composts, comment chercher ceci et cela. Et bien, nous sommes très contents parce qu'on vient ici chercher nos phosphates ici. Nous les vendons moins cher et nous achetons les engrais très chers. Ça, mais non, ça ne va pas. Yohannes, sur le sujet, nous parlons donc de la faim qui touche beaucoup de pays. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui qu'en 2018, qu'il y ait encore, je cherche le chiffre ici avec moi, quand même plus de 124 millions de personnes qui souffrent de faim aiguë dans le monde. Oui, vous savez, c'est tout un paradoxe. Je crois que mes prédécesseurs ont touché beaucoup d'aspects. C'est un paradoxe de savoir que nous sommes sur un continent riche où les terres sont riches et que au même moment on nous dit que bon voilà, il y a des endroits où il y a des pays où les gens ne trouvent pas à manger. Regarde, Dimas disait tout à l'heure qu'il on a beaucoup de terres. Si nous prenons le cas du Togo seul, on a jusqu'à 3,6 millions de terres, dont à peine le 1/3 est exploité. Donc si vous prenez Lomé jusqu'à Séquence, vous allez voir des terres importantes qui ne sont pas mises en valeur. Maintenant, à côté de ça, où l'agriculture telle que cela se fait aujourd'hui ne nous permet pas d'aller vers, non seulement d'encourager les jeunes, la jeunesse à s'intéresser au secteur, mais tel que c'est fait de manière traditionnelle, ça n'incite pas. Ce qui fait qu'il y a une mauvaise occupation des terres agricoles et de facto, les résultats, les rendements qu'on obtient ne sont pas au rendez-vous. Et justement, je voulais toucher l'aspect des engrais. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un professeur qui dit, par exemple, pour les petits exploitants agricoles, ils n'ont véritablement pas besoin de pesticides. Mais pourquoi ils sont obligés de les utiliser? Parce que les semences améliorées, d'accord, qu'on nous vend, marche avec les pesticides. Donc aussi longtemps que nos États iront chercher ces semences-là pour donner à nos paysans, ça devient une chaîne de valeur. Donc obligé, les pesticides, tous ces engrais doivent utiliser. Et vous savez, derrière cette histoire d'engrais, c'est une question économique, c'est une question d'intérêt, c'est une question de lobby. Moi, je pense. C'est pas une question économique, c'est une question d'argent. Voilà, d'argent, parce que c'est d'intérêt. Donc je pense que si véritablement on veut vraiment faire de la politique agricole, vraiment réformer l'agriculture, je suivais, David disait, en Europe ou bien en Allemagne aujourd'hui, vous allez voir le paysan,
il est sur sa fenêtre, il peut, avec les nouvelles applications et autres, il peut, d'accord, gérer son exploitation et faire un certain nombre de choses. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons l'agriculture intelligente ou l'agriculture moderne, parce qu'avec les drones, un certain nombre de choses, on peut être vraiment un grand exploitant. Mais dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si vous parcourez, moi j'ai déjà fait plusieurs allers-retours de Lomé jusqu'au au fond du pays, parcouru beaucoup de villages, c'est que vous allez voir que nous sommes très 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 loin. Maintenant, à côté, j'ai vu la FAO dans son dernier rapport. Il disait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, d'accord, qui sont prêts par la fin. Il y a même le Nigeria à côté au nord, où, bon voilà, la faim, la question de la malnutrition touche beaucoup d'États. Maintenant, les causes qui sont citées, c'est que, bon voilà, on nous parle d'instabilité, un certain nombre de choses. Aussi du gaspillage alimentaire. Par exemple, quand David prend son comble le matin, il n'a plus d'appétit, il le jette. Vous savez que déjà, ça devient un manque à gagner. Donc, c'est dire qu'il y a toute une politique qui doit être revue et que nos politiques agricoles, je vous dis, les Péniassans, le nouveau programme, c'est quelque chose de 750 milliards sur les 10 prochaines années. Maintenant, allez-y creuser, vous allez voir comment est-ce que cette politique-là sera conduite et que quand on va investir les 750 milliards, quels sont les résultats? Premièrement, on bouffe la grande partie. C'est-à-dire que la grande partie est détournée, personne ne sait comment c'est utilisé. Oui, exactement. 600 milliards. Ça a amené de sérieux problèmes. Exactement. Exactement. Il y a ça, et puis il y a aussi que c'est dirigé uniquement vers l'industrie, l'agriculture industrielle. C'est tout. Vous voyez, vous voulez faire un grand champ de maïs, maintenant vous allez avoir toutes les peines pour pouvoir... Oui. Vous voyez, non? Donc, je pense que tout est à reformer. Tout est à reformer. Pourquoi ne pas faire, par exemple, chez nous, comment appelle-t-on comment vous appelez cela? Quand pour faire l'état des lieux des choses. Les états généraux. Les états généraux de l'agriculture. Et voir réellement ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment revaloriser l'agriculture togolaise? Mais c'est très important. C'est un secteur qui assomme beaucoup de milliards, mais les résultats sur le terrain. C'est vrai qu'on parle de l'agriculture, de la production agricole, mais David, est-ce qu'on a une filière agricole? Parce qu'il ne suffit pas de produire. Il faut peut-être pouvoir transformer. Est-ce qu'il y a une filière agricole au Togo? À ma connaissance, je ne sais pas. Je sais pas. Il y en a pas. Autant de Yadema. On essaie de se débrouiller, on fait du bricolage. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse les acteurs qui pilotent les budgets, c'est le détournement. Le PNIASA, on a vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais là quand le PNIASA a été lancé sous le ministre Agadazi. Oui, il est toujours là. J'étais lors de la conférence de lancement, enfin de l'atelier de lancement, j'étais là. Et quand on donne les chiffres, c'est faramineux. Vous avez le vertige. Mais après 2 ans, 3 ans, le bilan qui a été sorti, oui, ont été fâchés, ils étaient fâchés. Voilà, on en est. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme ce que dit Mas, il faut relancer le secteur agricole. Il faut mettre en place des structures pour véritablement remettre l'agriculture togolaise sur les rails. Vous savez, autant des Yadema dans les années 80-90, l'agriculture togolaise était la meilleure de la sous-région. Parce qu'avec sa politique de révolution, il y a beaucoup de projets. Des projets. Même encore jusqu'à ce jour, mais les plus gros projets, c'est dans le secteur agricole. Nous sommes nourris par le Niger, par le Burkina. Il est inconcevable. Dans les produits de contre-saison. C'est inadmissible. Les tomates, les oignons, etc. Ça vient de là. Mais quand même, Dieu merci, il y a certains grands projets que l'État a lancés. Vous savez, l'aménagement de la base vallée de Djablé. Il y a aussi certains projets au nord du pays. Maintenant, revenons à la filière. Je crois que c'est justement ce qu'ils voulaient faire à travers le MIFA, le mécanisme incitatif, d'accord, où il y a un certain nombre des chaînes de valeur, où une fois que, par exemple, on prend la spéculation manioc, par exemple, une fois que le producteur fait le manioc, ça peut être repris sur le marché, donné jusqu'à la transformation. Je crois que quand même, il y a un début de mouvement, d'accord, qu'on voit venir, et on espère vivement qu'on aura quand même, d'ici les prochaines années, c'est des projets intéressants, c'est des projets à ne pas négliger. Exactement. Mais ça ne résout pas le problème de l'agriculture.
Ça ne résout pas. Il faudrait, avant de résorber cela, il faudrait faire réellement l'état des lieux, connaître tous les mots, dans tous les aspects, revenir sur la gestion qui en a été faite depuis là, et voir quelles sont les solutions maintenant, les solutions adéquates, les solutions... Je crois même que même les acteurs sont conscients même du problème. Vous voyez aujourd'hui le PNP a quitté le ministère pour aller vers le secrétariat d'État. Il y a tellement beaucoup de problèmes que... Bon, c'est vrai, il faut peut-être... On peut envisager les états généraux, mais les acteurs eux-mêmes connaissent les problèmes. C'est qu'il y a beaucoup de milliards, il y a beaucoup d'argent qui arrivent, et que les gens se mettent plein les poches. Ça aussi, c'est une réalité. Aucun ministre n'a eu à gérer autant de milliards. Voilà. Et qu'à un moment donné, les bailleurs s'énervent et sont parfois obligés de rapatrier les fonds, ce qui est aussi très malheureux pour notre pays. Il y a des fonds même qui sont envoyés, on ne trouve pas de projet là-dessus. Voilà. Vous pouvez imaginer sur le PNP, on dit, bon voilà, on veut financer tel nombre de jeunes qui ont des projets agricoles, d'entrepreneurs agricoles. Les jeunes jusqu'à présent, ils ont fait leur projet, ils attendent depuis là le financement, ils n'ont pas encore reçu le financement. Ça veut dire que la fin a encore de beaux jours devant. Voilà, exactement, oui, la fin. L'objectif fin zéro de la FAO d'ici, je crois, 2030, on espère, moi je dis, c'est un objectif très loin, très proche, parce que vraiment, ça me semble vraiment... Alors que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. On décide sur 2-3 ans, on peut réaliser ça. On peut atteindre tous les confins de la terre si réellement on a décidé de le faire. On veut se mettre à la place de Dieu et venir circuler des hélicos et des drones et faire tomber des nourritures à des enfants. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'on se réveille. Bon, maintenant, il faut dans la vie, il faut être opportuniste. Il y a la fête dans le monde, non? Que le Togo prenne sur lui de résorber cela. C'est-à-dire que de cultiver autant qu'on peut là. Il faut pour alimenter tout ça là. Ça peut nous permettre d'exporter. D'exporter vers les pays désertiques, d'exporter nos excédents alimentaires. Et non pas les cantonner quelque part pour nous dire qu'il y a excédent alimentaire. Non, mais quand même, si vous suivez le discours du ministre de l'Agriculture, vous allez voir, il répète souvent que le Togo veut aller quand même vers une production massive, d'accord, aussi bien au plan céréalier qu'au niveau de la production animale. Et maintenant, une fois ces production obtenue, on pourra les transformer, on pourra aussi les exporter, ce qui pourra créer quand même de la valeur ajoutée pour le pays. Et on a trop de projets. Il y a le PNASA, tu parlais du PNP, du PADA, du PPAO. Il y en a tellement plein. Si je vais me mettre à les citer, on ne va pas quitter ce plateau. On va quitter la fin. On va parler maintenant politique. On prend la direction de la Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales n'ont pas attiré les foules samedi dans les bureaux de vote en Côte d'Ivoire lors d'une journée qui a été marquée par plusieurs incidents en province, avec notamment la mort d'au moins 3 personnes dans le pays. Le dépouillement a presque eu lieu. Et la grande leçon, David Djagbavi, qu'on peut tirer au-delà des tensions et de la faible mobilisation, c'est que le PDCI s'en sort très bien seul. Il a été très intelligent. Le Sphinx, c'est comme ça on l'appelle. Il a été très intelligent. S'il avait accepté encore cette alliance avec le RDR, avec leur histoire de le c'était la fin de sa carrière politique. Et très tôt, ils ont compris la nécessité de se démarquer. Voilà les premiers résultats qui s'annoncent en faveur de cette formation politique. Ça veut dire que le PDCI a compris que son alliance avec le RDR dans le temps ne lui était pas positive. Et aujourd'hui, il est temps que chacun se montre sur le terrain. C'est à cela que les élections ont été pour le PDCI un rendez-vous crucial. Prouver à son ancien allié que ce n'est pas avec l'alliance que nous sommes présents. Même seul, en solitaire, nous pouvons véritablement faire mal. Et c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, c'est une grosse leçon pour le camp de Ouattara et des autres alliés politiques. Les prochaines élections, c'est la présidentielle qui va être vraiment cruciale. C'est
cette élection que les Ivoiriens attendent. Les législatives, les municipales, pour eux, c'est pas l'important. Ce qui importe aujourd'hui, le grand rendez-vous auquel s'attend le peuple ivoirien, c'est la présidentielle, avec aussi, si les choses avancent du côté du FPI, avec la présence de Gbagbo ou de son voilà. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas s'accrocher à la présidentielle alors que le vrai développement, c'est à la base. Et pour pouvoir réellement dire que je vais remporter la présidentielle, il faut gagner toutes les élections, remporter toutes les élections à la base. Mais là, ça va être très compliqué. Non, ça ne devait pas en principe être compliqué si les élections devaient être ce qu'elles devaient être. C'est-à-dire que des élections correctes. Mais malheureusement, à un niveau donné, les donnes sont différentes. Alors, parce que si vous suivez de près les élections dans les pays occidentaux, vous allez voir que déjà, si tu perds déjà à la base comme ça, c'est fini, sois rassuré que tu vas perdre la présidentielle. Alors, pour pouvoir venir au pouvoir, on va déjà remporter successivement 5 à 6 élections. Hein? Pour que la gauche ne vienne au pouvoir avec comment ça, c'est pas aujourd'hui en France, on ne sait même pas là où il y a la gauche et là où il y a la droite. La gauche avec François Hollande, on a vu que la gauche a gagné successivement 6 élections et c'est la 6e qui est la présidentielle. Ils ont gagné les municipales, les cantonales, les régionales, les européennes, les législatives et puis la présidentielle. Et l'ont remporté. Et puis, quand vous êtes dans cette dynamique, vous partez de la base, rien ne peut vous arrêter à un niveau donné. Mais maintenant, malheureusement, je ne sais pas. Comme nous, en Afrique, on fait les choses comme ça, à l'envers. On attend, au moment d'aller vers les législatives, on appelle au boycott, de ne même pas aller s'inscrire. Et à la présidentielle, on va dire que non. Non, Dimas va sur notre terrain. Généralement, les élections locales, en Afrique, même en Europe, ça ne mobilise pas vraiment foule. Oui, bon, voilà, c'est vrai, le constat est partagé. Mais toutefois... Maintenant, c'est maintenant. Mais avant, ça mobilisait. Oui, mais maintenant, toutefois, c'est-à-dire que tout le monde a quand même cette concentration sur les présidentielles. Et même ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est quand même pour arriver à mesurer véritablement les forces en présence pour savoir véritablement la position de chacun des partis, comment vraiment tel ou tel parti pèse sur l'échiquier politique et voir comment les cartes seront dessinées aux élections de 2020. Mais toutefois, quand même, moi j'apprécie ce qui se passe, mais avec quand même, on a eu à enregistrer quelques décès et autres là, et c'est quand même assez déplorable que pour nous, en Afrique, quand on dit élection, il y a... On va compter des morts. On doit compter des morts. À la place des militaires, mais quand même ça... Et aussi des concentrations qu'on a vues au niveau du plateau avec les deux forces, le PDC et le RHDP. Mais quand même, c'est quand même parfois assez déplorable. Moi, parfois, je me demande, est-ce qu'un jour, l'Afrique sera martyre pour faire une démocratie sans violence? Alors, il y a quand même le côté violence dont parle Johannes. Quand on voit des élections municipales et régionales susciter autant de passion en Côte d'Ivoire, ça craint pour 2020? Bah, ça craint plus pour Ouattara que pour le parti. Et ça arrange les autres formations politiques, ça arrange l'opposition. Oui. Ça arrange ses opposants directement, parce que moi je le disais tout à l'heure, cette élection c'était un grand rendez-vous. C'était pour peser la force de chaque parti. C'est vrai qu'au départ c'était une alliance qui a conduit à la dernière présidentielle, la première qui a vu Ouattara arriver au pouvoir 5 ans après, la même alliance qui l'a reconduit au pouvoir. À 2 mois de ces élections, le FPI, le PDCI dit bon, c'est bon, je veux faire cavalier seul. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ont eu une profonde réflexion. Ça leur a permis de matérialiser leur force sur le terrain. Vous verrez que les élections, la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire risque de faire chambouler les choses. Et Ouattara devra comprendre que si son alliance perd la présidentielle, quelque part, c'est aussi de sa faute parce que les promesses qui ont été
qui ont été faites dans le cadre de cette alliance avec le PDCI n'ont pas été tenues. Et donc les Ivoiriens aujourd'hui ont compris que c'était un jeu de dupe de la part de Ouattara. De deux, il y a d'autres facteurs qui militent contre sa réélection ou contre la victoire de sa formation politique. Le dossier de Laurent Gbagbo qui est resté suspendu. Aujourd'hui, on attend de voir la vérité. Les gens spéculent déjà sur sa prochaine libération. On doit le libérer. Il n'y a pas de... On doit le libérer depuis. Ce dossier est une arête dans sa gorge. Il y a aussi le dossier des jugements de ceux qui ont été responsables des atrocités. C'est un camp qui a payé le fort tribut, il reste l'autre camp. Les Ivoiriens n'ont plus envie, en tout cas, de revivre les événements de 2005, à la première année de pouvoir de Ouattara. Ils ont aujourd'hui envie de voir autre chose et ils sont prêts aujourd'hui à donner leur voix à un nouveau qui Ouattara, son obsession, c'est comment faire pour se matcher Dédié, non, pas Dédié, Soro. Soro a essayé c'est une essayé de positionner des gens lors de ces locales-là. C'était en perdu. C'était en perdu. On doit les amener à perdre. Exactement. C'est ça. Bon, mais moi, je salue plutôt le courage de l'international, l'ancien international. Et il y a Bonaventure Kalou. Voilà. Oui, qui a remporté la mairie de Vavois. Là où son père, il y a quelques années aussi. C'est là où les Ivoiriens disaient qu'il peut aller s'agaciter à Vavois. Et il a remporté, je crois que c'est une localité de plus de 500 000. C'est beaucoup. Très pauvre, pas d'électricité, pas d'eau. Mais avant d'en arriver là, ça veut dire qu'il s'est vraiment impliqué dans le développement de ce milieu-là. Et le peu, peut-être que ce milieu-là a, c'est lui qui l'a apporté. Et donc, ça amène les gens à avoir confiance en lui. Je crois que c'est ce que Ouéa a fait. Ouéa s'est impliqué dans le besoin des Libériens et finalement, ça lui a payé. Et donc, je pense que cette audace de gens qui ont des moyens, mais qui ne sont pas obligatoirement des politiques, pour pouvoir redresser leur milieu, leur localité, c'est quelque chose de formidable. Parce que si tu nais, tu dois avoir quand même un coin. Home sweet home. Et là, tu n'es pas seul. Et tu es avec les gens. Et donc, ton environnement, tu as l'obligation de développer cet environnement. Et donc, c'est très bon d'apporter sa richesse, ses moyens, ses petits moyens à développer son milieu. Et donc, moi, les locales, c'est quelque chose de formidable. Et surtout, les locales, la façon dont ça se pratique au Ghana, où on voit que les partis politiques sont exclus, sont repoussés. C'est des individus qui se présentent. Je pense que au Togo, on doit en arriver là. Alors, on a évoqué parce qu'on va transporter les mêmes rivalités politiques de la base jusqu'au sommet. Oui, mais ça, je vous pose aussi une petite question peut-être un peu banale. C'est que on est en train d'observer en Afrique une certaine tendance. On voit les derniers chefs d'État élus qui sont, on prend le Bénin à côté, sont les hommes d'affaires. Maintenant, avec Ouéa, le sportif, et Bonaventure sportif. Maintenant, mais certainement que ça doit déjà commencer par donner des idées. Aussi maire, peut-être. Ah bon? Même s'il a pas fait sa carrière. Non. L'ami de Dimanche qui a refusé de prendre le vol sur Banjoum. Quand un joueur arrive, et il a parfaitement raison, il a parfaitement raison. Quand un joueur arrive à s'imposer par ses actes à une communauté, c'est quelque chose de louable. Mais c'est quand même facile pour eux, ils ont de l'argent. Mais c'est bien. Mais les gens, non, mais ils ont le rang et tout ça. Ils ont le rang. Le rang seul ne suffit pas. Il faut s'impliquer. Les gens ont les moyens, mais ne veulent pas s'impliquer. Ils préfèrent vivre leur vie à eux seuls. Ils disent que bon, mais ça, c'est eux seuls, c'est eux-mêmes qui ont travaillé, c'est eux-mêmes qui sont devenus ceci, cela. Ils ne veulent pas s'impliquer. Mais si la personne est élue, ça veut dire qu'il a cherché à ça. David, on aussi la faible affluence. Est-ce que c'est aussi dû, on l'appelle au boycott du FPI-LQ? Vous savez, les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont divisés sur la question des élections. Ça, il y a un camp qui est
prêt pour aller aux élections, l'autre qui ne veut pas y aller pour des raisons qui le sont propres. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que la nation ivoirienne a trébuché sur ce concept d'unification que Ouattara n'a pas pu imposer. Et ça fait mal. Les Ivoiriens n'aiment pas, surtout avec ce dossier de Gbagbo, ça fait vraiment mal. Et donc un seul message qui est lancé est généralement respecté. C'est aussi une manière de prouver au pouvoir que on vous attend. Mais le chien à voir la caravane. Il faut aller à Abidjan et voir un taxi vous prendre, vous allez voir comment est-ce que Gbagbo, c'est-à-dire que voilà, c'est un monsieur, quoi qu'on dise, qui est quand même très populaire. Et son retour à Abidjan risque de... Ah ouais. D'accord. C'est les puissants qui l'ont mis là-bas. Ça prendra beaucoup.